Vous savez, dans la vie, il faut avoir un peu de chance. J'ai eu la chance d'être déporté, de revenir, et combien de fois d'ailleurs de chance j'ai eu. Ensuite, j'ai eu la chance d'échapper à la tuberculose in extremis avec la streptomycine. J'étais le premier malade soigné à la streptomycine à l'hôpital Édouard-Herriot. Vous êtes revenu très affaibli, oui. Ouais. Ensuite, j'ai eu cette chance, comme je l'ai expliqué, de partir en comptabilité alors qu'il y avait 12 ans que je ne travaillais pas, que je n'avais plus rien. Ensuite, quand j'ai pris la mairie, j'ai encore eu une chance parce que à l'époque, ils n'avaient pratiquement pas fait d'emprunt, dépenser de l'argent. Quand je suis arrivé, j'ai pu faire des travaux et emprunter alors qu'il n'y avait pas d'emprunt dans la commune. Et j'ai eu une chance formidable aussi, c'est grâce à Mitterrand. J'ai pu faire des travaux sur l'église. Ça faisait 5 ans, je veux dire, que j'écrivais à Dijon pour avoir simplement refaire le toit de l'église en larmes. La direction des monuments. Et ça risquait de tomber d'ailleurs sur les fidèles. Là. Et j'arrivais pas à voir, il n'y avait pas d'argent. Et puis un jour, j'apprends que Mitterrand passait chez un copain où il avait été prisonnier de guerre avec lui, M. Combier, à midi. Et quand il faisait la fameuse lundi de Pentecôte, qui montait à la Roche de Solutray, il s'arrête et il était passé à l'église de Buchères. Et j'apprends en même temps que Madame Mitterrand venait avec son frère régulièrement au château de Pierre-Clos et s'arrêtait à l'église de Buchères. Alors j'ai fait des lettres, j'ai fait 3 lectures au président Mitterrand, à Madame Mitterrand et à Roger Gauze, son frère. Et 15 jours plus tard, j'avais 7 personnes dans l'église, avec le spécialiste de la toiture, bien sûr, en lave, de la charpente, le spécialiste, il y a un tableau qui est attribué à Madame de Lamartine pour, disons, reprendre ce tableau. Il y a une litre qui est classée, qui est de 1746 aussi. Le spécialiste là-dessus, enfin, j'ai fait 250 millions de travaux sur l'église et ça a coûté 40 millions à la commune, c'est tout. Et ce matin, je voulais écrire pour mes petits-enfants, c'est tout, hein, une quarantaine de pages. Quand j'ai commencé, il faut dire que j'avais matière, parce que je suis passé dans 6 ans de concentration, c'est pas beaucoup qui ont pu le faire. Ça fait oui, une période de combien de temps là, Oh, je suis resté 22 mois, 22 entre mois, mon arrestation et mon retour. Au départ, je ne pensais pas que j'allais aimer écrire. Et le deuxième livre que j'ai écrit, Commentaire d'angoisse, c'est parce qu'on me l'a demandé. Parce qu'on m'a dit, mais tu nous racontes ce que tu as vécu dans les camps de concentration, mais tu ne nous dis pas comment, après, tu as pu on arrive à s'en remettre. Ça dormait dans un placard chez moi, tous les dessins. J'avais acheté ça à l'association du Béval. Et bien sûr, ça ne servait à rien. Hein. Et un beau jour, j'ai décidé de les coller sur des cartons et puis de faire l'exposition pour les élèves. Quoi. Vous savez que tous les déportés avaient un triangle rouge avec les Français la lettre F, les Russes la lettre R, etc. Et il y avait différentes couleurs. Il y avait le triangle vert qui était les droits communs allemands, le triangle jaune, bien sûr, c'était les Juifs. Et différents aussi, triangle rose, c'était les homosexuels. Parce que Hitler les a mis en prison parce qu'ils ne faisaient pas de bons à rien. Voilà. On a une main de Pétain avec Hitler à Montoire qui signait la collaboration, bien sûr, de la France. Et en dessous, j'ai mis les premiers fusillés, les premiers. Alors ensuite, j'ai mis Mein Kampf, bien sûr. Et puis, disons, le port d'étoiles jaunes dans les Juifs à côté. Et
ensuite là, j'ai mis la collaboration, justement, suite à la poignée de main, avec Darnan et, disons, et bon, le fameux appel du général de Gaulle, bien sûr, et donc les premiers gens qui se sont ralliés à de Gaulle. J'ai pleuré le premier soir à la prison de Montluc. Parce que d'un seul coup, j'ai réalisé que pour moi, la vie allait basculer complètement. Et c'est vrai qu'elle a basculé complètement pour moi à 17 ans. Surtout qu'en plus, on connaissait des récits de gens qui avaient été torturés par les Allemands et tout. Et j'étais là, moi, en prison, à attendre justement l'interrogatoire et tout. Et je savais énormément de choses. Et ce soir-là, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré. Est-ce que certaines personnes ne vous ont pas cru? Est-ce qu'il y a des personnes, quand vous avez raconté ce qui se passait dans les camps, qui n'ont pas pu vous croire? Ça fait beaucoup de questions. C'est vrai que ça a été très difficile. C'est pour cette raison qu'on n'a pas parlé. Oui, la plupart des déportés n'ont pas voulu parler de ce qu'ils avaient vécu, bien sûr, dans les camps. C'était tellement impossible à raconter. En plus, par exemple, on me disait, tu as dû avoir faim. Tu as dû crever de faim, c'est le cas de dire. Et puis tout de suite après, on dit, nous aussi, si on a eu faim. Heureusement qu'on allait à la ferme à côté, on pouvait avoir un peu de patate et un peu de beurre ou des œufs. Alors là, on sait que pendant la guerre, les Français ont souffert de la faim. Ça, c'est certain, surtout d'ailleurs ceux qui étaient en ville, dans la campagne, ça arrivait, et ceux qui étaient en ville. Mais la faim que ces gens-là ont eue, et la faim qu'on a eue, n'a rien à voir. Disons, c'est pas mesurable la différence, bien sûr. Aussi, on me disait que tu recevais des coups, quand tu recevoir, tu avais été frappé et tout. Alors, il y a une chose aussi qu'on ne pouvait pas expliquer, que si on rendait les coups, c'était la mort certaine. Ouais, c'est vraiment important qu'il s'est préparé pour soi avant. Julien, il expliquait tout à l'heure que dans certains camps, c'était eux justement qui s'occupaient voilà, qui donnaient les ordres. C'était les criminels qui étaient mis dans les postes pour gérer tout ça. Ceux-là, pour survivre, Regarde tous les camps qu'il a fait. Ah, t'as vu, t'as la Hollande. Oh la Hollande. Regarde tout ce qu'il a fait. Et il a commencé par faire. Il est pas là, mais vous imaginez tous ces camps-là? Un camp, deux camps, trois camps. Ouais. Et là, Thibaut, en plus, tous ces camps. Ah, c'est trop bien, c'est pas même en haut. Ouais. On avait à peu près ça de largeur, 50 cm. Mais vous devez être serré. Ah oui, on rentrait comme on pouvait, c'est le cas de dire. Il y avait des échelles. Par des prisonniers comme moi, ils avaient réussi à avoir les papiers parce que c'est les SS eux-mêmes qui leur donnaient les papiers et les cousages parce qu'ils se faisaient faire leur deux dessinateurs qui faisaient des portraits des SS. C'est comme ça qu'ils ont réussi à avoir les papiers, des copies bien sûr, c'est pas les originaux. Ils ont été cachés dans le plafond d'un bloc, parce que les SS, bien sûr, si ils avaient trouvé, ils auraient collé, les dessinateurs auraient été avec le fameux chef de camp de Fête-Rebelle, Edouard, qui était l'ancien 14-18, qui avait été blessé en France, et qui détestait les Français.
Et moi, j'ai fait une erreur à un moment donné. On a essayé de trier des ordures. Et je me suis arrêté. Et je n'ai pas vu arriver l'adjudant-chef qui venait voir. Il avait ramassé un tuyau en cuivre, comme ça, on peut plus d'eau à peu près de cette grosseur. Et il est arrivé derrière moi, et je l'ai pas vu, il m'a frappé avec toutes ses forces sur l'épaule. J'ai cru qu'il m'avait cassé la cheville, je suis tombé à genoux par terre. Et il relevait son tuyau pour me frapper encore sur la tête. J'ai réussi à me relever, et je suis parti en courant. Et puis en fibre de bois, c'est pas tellement chaud. Et en plein hiver, lorsqu'il faisait moins 15, j'ai eu la neige comme ça sur les épaules. Alors il y a la corvée de soupe avec la chaîne de Goethe, comme il y a la chaîne de Goethe aussi pour Buchenwald. Là, il y a toute une histoire aussi, puisque paraît-il que Goethe avec Schiller montaient donc à Buchenwald avant qu'il y ait le camp, bien sûr, et il aurait dit à Schiller que quand ce chêne s'écroulerait, l'Empire allemand s'écroulerait. Et le jour du bombardement de Buchenwald, ce chêne a brûlé. Il n'y a plus que le fût du fameux tronc, parce qu'il était énorme, je ne sais pas combien il pouvait avoir d'années, j'en sais rien. Et ils ont fait un petit cercle en pierre, et on s'était assis, enfin, la dernière fois que j'étais à Buchenwald, et on m'a demandé de rechanter le chant des marais, donc j'ai fait partie de la chorale, disons, clandestine de Buchenwald. Vous allez chanter demain le chant aux enfants? Oh, ça m'arrive de temps en temps, enfin, ouais. ça m'arrive, oui. Rechanter le chant des marais, bien sûr. D'ailleurs, ça a été quand même extraordinaire parce que moi j'ai été le chanter le 14 juillet 1944 dans un bloc allemand où il y avait les 23 représentants de toutes les nationalités de Buchenwald et qui sont venus, ils ont fêté le 14 juillet avec nous. C'est là qu'on voit l'importance du 14 juillet 1789. Et je peux vous dire que j'ai chanté la Marseillaise ce jour-là, probablement comme jamais je la rechanterai. Parce que c'était impressionnant de voir ces gens qui étaient venus avec nous, de toute l'Europe. Loin dans l'infini s'étendent de grands prés marécageux. Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Dans ce camp mort et sauvage, entouré de murs de feu, il nous semble mis en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, piocher. Puis finalement, un beau jour, tout est reparti. Et puis même des beaux engagements, parce que Oui, d'un seul coup aussi, je suis reparti, donc j'ai travaillé, puisque en fait, à l'origine, je voulais être professeur d'éducation physique. Ah oui, c'était ça. Avec la tuberculose, on n'en parlait plus, bien sûr. Mais heureusement, j'avais passé ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, le brevet d'enseignement primaire supérieur commercial, en même temps que l'école normale. Et c'est ce qui m'a lancé parce que j'ai commencé à faire la comptabilité de mon père, enfin la comptabilité, les déclarations de mon père artisan qui s'en sortait pour. Et je vais discuter le forfait de mon père. Et quand je dis à l'inspecteur, je lui dis, mais vous vous rendez compte, il a été gazé en 14-18, il a été déporté à Buchenwald et tout, puis vous le mettiez des tas d'heures de travail, il ne peut plus les faire, enfin bon.
m'excuse. Et je vois l'inspecteur qui commence à dire comment votre père a été déporté, mais où il a été déporté? Ben, je dis à Buchenwald, et j'ajoute et moi aussi. Ah bon? Et on a pu parler ensuite que de déportation. Et quand je suis sorti de son bureau, il avait diminué de moitié la position de mon père. Ce qui fait que mon père a été dire à tous ses copains artisans, enfin les gens qui connaissaient dans ce secteur, je me suis retrouvé. Mon déjà... fils va négocier pour vous. Ah oui, une trentaine de comptabilités, déclarations à faire. Et ensuite, bon, je me suis installé, j'ai pu m'installer comme conseiller fiscal auprès du tribunal d'instance de Mâcon. Et en même temps, il a arrêté la mairie, puis il m'a collé à la mairie. Et puis ensuite, bon, quand j'ai écrit mon livre 52 ans après, alors après j'ai arrêté. Encore que j'ai arrêté, j'ai fait 36 ans à la mairie, 6 ans premier adjoint et 30 ans maire. Et j'étais aussi président de syndicat des eaux de 17 communes pendant 24 ans. Et j'ai été président de syndicat d'électrification de 55 communes. Je me suis bien occupé. Et quand... Alors écrire un livre, c'est transmettre ce que vous avez vécu. Oui, ouais, disons que c'est à la fois un devoir de mémoire, quoi, bien sûr, parce j'ai eu la chance de revenir, c'est normal d'essayer de... Et puis pour prévenir l'avenir, je me rappelle Lucie Aubrac, quand j'ai écrit vous l'avez rencontré? Le rebelle et l'enfant juif. Ouais. J'étais avec elle dans un lycée et donc il y avait un autre déporté que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et elle parlait, mais elle nous faisait parler. Hein. Elle avait l'art de nous faire parler et elle avait fait parler ce déporté qui avait raconté des choses tellement extraordinaires que j'étais vraiment... il avait même pleuré ce jour-là. Mais Lucie Aubrac, pour en revenir aux élèves, elle avait dit, voilà, vous savez, il faut rester vigilant, parce que nous, on s'est battus, il y a eu des millions de morts pour essayer de retrouver cette liberté, alors ne la laissez partir, parce qu'il faudra qu'un jour, peut-être, que vous fassiez la même chose que nous, reprendre des mitraillettes pour pouvoir la retrouver. Que vous inspire justement la montée du FN avec Marine Le Pen depuis quelques mois? Ça c'est terrible, parce que malheureusement beaucoup de gens se dirigent là, étant donné que bien sûr c'est à la fois, il y a l'insécurité bien sûr, mais il y a surtout aussi le chômage et disons que la précarité qui vient de plus en plus en France, hein, ça il n'y a aucun doute. Disons, moi ça me révolte un peu. Et puis, il y a une chose, il n'y a aucun doute, on n'a jamais eu de gens autant riches, vraiment, quand on dit riches, vraiment des gens qui ont des fortunes, et autant de gens qui ont tout juste pour vivre maintenant. Hein. Et moi je me demande comment justement, dans le futur, au train où ça va, dans 20 ou 30 ans, comment on arrivera à payer les retraites, comment les gens vont pouvoir vivre. Et à votre avis, l'Europe devrait faire quelque chose par rapport à tout ça, plus qu'elle ne fait maintenant? Il y a peut-être aussi une chose, c'est qu'on n'arrive pas avec l'Europe à unifier justement toutes les lois fiscales et sociales en Europe. C'était pour faire une égalité devant tous les peuples européens. Il faut que ça aille plus loin que l'Europe. Oui, voilà, il faut que ça progresse encore plus, il n'y a pas de doute. On n'a même aussi pas tellement de politique extérieure à l'Europe, vraiment. Hein. Mais c'est un challenge intéressant, vous pensez, l'Europe? Oui, moi je pense que la solution d'une Europe unie, mais avec des mêmes lois, c'est une solution très valable pour le futur. Parce qu'il y a toujours cette notion de nation qui
qui bataille là encore, qui reste, hein, rien à faire. Hein, C'est pratiquement. encore. Et le langage, il n'y a aucun doute que il faudrait qu'on trouve un langage unique pour toute l'Europe. L'espéranto. L'espéranto. J'avais commencé à l'apprendre, moi. Ouais. Quant à la situation politique, notre ami Sarkozy, il a voulu tout transformer, mais finalement, il va terminer, je pense, un mandat qui très difficilement. Ça, je pense que, justement, si les difficultés viennent de plus en plus, il y a deux choses qui risquent de se passer. C'est justement que les jeunes deviennent un petit peu, pas enragés, mais enfin, mais aussi, d'une autre façon, c'est qu'ils vont comprendre que ça ne sera plus la même vie dans les années qui vont venir. Ça aussi, parce que malgré tout, ce qui fait rager, moi, c'est que je vois des jeunes qui ont des examens, des bacs plus, je ne sais pas combien, qui vont... Il y a l'air de petit boulot en petit boulot. Un petit boulot. C'est incroyable, ça. Il y a une petite erreur aussi de l'école, c'est on veut en faire des bacheliers, et ceux qui ne sont pas bien capables, on devrait les diriger immédiatement sur un métier. Ça, et la preuve, c'est que celui qui a un métier gagne mieux la vie que le bachelier souvent en même temps. C'est un métier qui sont très recherchés. S'il sait faire bien son métier, il n'y a pas de problème. Peut-être aussi de gens d'entrepreneurs, d'entreprises sûrement. Vous pensez que les femmes ont peut-être une autre approche ou un autre point de vue qui pourrait être intéressant à l'heure actuelle? Oui, c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, Marine Le Pen, certainement, elle a su approcher justement les difficultés des jeunes et puis des gens. On en vient toujours, c'est plus facile de promettre quelque chose qu'à réaliser. Ça vous effraie, la crédulité des gens. Oui, ah oui, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que... Et comment on peut lutter contre ça alors? C'est pas facile. L'éducation? L'éducation, ça c'est certain, c'est pour ça d'ailleurs. La mémoire des choses. Puis la mémoire, bien sûr, pour qu'on retrouve retrouve comment... et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand je vais, puis surtout, je parle de l'accession de Hitler, hein, tout simplement, ça s'est passé d'ailleurs avec... tout à fait normalement, après oui, tout à fait. la première expérience, mais ensuite tout à fait normalement, parce que les gens n'ont pas voté pour les sociodémocrates et les communistes, ils ont laissé voter pour Hitler, qui était élu avec 33% seulement des voix du Parlement, hein, c'est tout. Hein. Alors ça, justement, je suis encore à Lucie Aubrac, c'est aussi une chose, et je le dis chaque fois quand je vais dans les lycées et les collèges, pour terminer souvent justement mon exposé, je leur dis, voilà, il y a une chose que je vais vous dire, vous allez bientôt avoir 18 ans, vous allez avoir le droit de vote, et bien surtout, allez voter. Et quand on voit la masse de gens qui ne vont pas voter justement à l'heure actuelle en France, c'est incroyable qu'on ne cherche pas quand même plus à s'occuper des affaires du pays, pratiquement. Mais finalement, pour pouvoir justement modifier, il n'y a qu'une chose qui peut modifier, c'est d'aller voter. Ça n'a aucun doute. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher, bruyez pas et bruit des armes, sentinelles jour et nuit, et du sang, des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher,
piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté chérie, je dirai tu es à moi. Oh, enfin libre, où nous allons revivre, aimer, aimer, aimer.